présenter aujourd'hui une partie de notre travail qui a été porté sur l'étude des clusters de germanium dopé, qui a été faite au niveau du laboratoire de physique théorique de l'Université de Béjaïa. Donc, elle est intitulée « Ses contributions à l'étude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des nanomatériaux de germanium dopés aux alcalino-terreux ». Les alcalino-terreux que nous avons choisis, c'est le calcium, strontium, césium et barium. Donc, après une brève introduction, nous allons parler un petit peu sur les clusters, c'est quoi? Nous allons aussi faire une petite approche théorique, c'est incontournable malheureusement, il y aura des formules, et les résultats, on les présentera à la fin, et on terminera par une conclusion. Voilà, donc on parle tout le temps ces derniers temps de nanotechnologie. Vous avez tous entendu parler de nanomatériaux, et là, on va essayer de parler justement sur un type particulier de nanomatériaux, ce sont les clusters. Les clusters, c'est quoi? C'est tout simplement un amas d'atomes, ça va de quelques atomes à quelques milliers d'atomes. Donc ça forme des structures bien particulières, et forcément, ça a des propriétés un peu particulières. En ce qui concerne le dopage que nous avons utilisé pour le germanium, justement, nous avons utilisé la deuxième colonne du tableau périodique. Malheureusement, nous n'avons pas le temps ni les moyens matériels pour suivre systématiquement les alcalino-terreux un par un. Nous nous sommes concentrés sur, j'ai dit tout à l'heure, le calcium, strontium et barium. Nous avons utilisé quand même le césium comme alcalin, et finalement, on a eu une bonne surprise à la fin. Et vous allez en entendre parler justement à la fin. Voilà, donc pour les clusters, je reviens, c'est un petit amas d'atomes, ça va de quelques atomes à quelques milliers d'atomes, et les formes en général qu'on retrouve pour les clusters, c'est soit les fullerenes, soit les nanotubes. Ce n'est pas les seuls, mais en tout cas les figures particulières de ces clusters-là, c'est beaucoup plus ceux-là. Donc les fullerenes que vous voyez ici, c'est une cage un petit peu qui est vide à l'intérieur, et grâce à cette cavité-là, on peut toujours l'utiliser dans le cas du transport ou emmagasiner des gaz à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus utilisé dans ce sens. En ce qui concerne les nanotubes, c'est beaucoup plus pour les membranes. Vous avez un truc qui est imperméable dans un sens et au contraire qui permet le transfert de matériaux, de composants dans l'autre sens. Voilà, donc pour ce qui est des clusters justement, pour la manière avec laquelle nous les fabriquons, vous avez trois types de procédés de fabrication, soit c'est par voie physique, soit c'est par voie chimique ou mécanique. Par voie physique, c'est un peu simple, vous chauffez un matériau, en général on utilise un laser, et les vapeurs qui sont dégagées, nous allons les superposer ou les poser sur un substrat. C'est grâce à ça que nous produisons justement un cluster. Par voie chimique, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus une réaction qui est utilisée. Et enfin, par voie mécanique, c'est beaucoup plus un broyage de poudre qu'on fait jusqu'à un certain niveau pour avoir la taille souhaitée. Donc, avant de parler de l'approche théorique, je vais quand même vous dire que l'utilisation des clusters est devenue assez importante ces derniers temps. Et j'ai même appris hier ici qu'on utilisait même les nanomatériaux pour fabriquer des antibiotiques. Donc, pour vous dire à quel point c'est intéressant. Donc, en ce qui concerne justement l'approche théorique, l'équation de Schrödinger est incontournable. Son écriture est assez simple a priori. H psi égale E psi. Vous avez l'hamiltonien au début, la fonction d'onde et l'énergie à la fin. Maintenant, quand on passe à la résolution justement, on se rend compte que finalement, ce n'est pas aussi évident que ça. On se rend compte que ce n'est pas facile. Et la raison, elle est là justement. Vous pouvez regarder ici, vous avez plusieurs termes à résoudre. Les deux premiers avec les T, c'est des énergies cinétiques. Et les trois termes avec les U, c'est des interactions potentielles. Donc quand on essaye de résoudre le problème de l'équation de Schrödinger pour un système complexe, tout le monde est d'accord, c'est quasiment impossible. On est toujours obligé de passer à des approximations pour pouvoir avoir un résultat. Les approximations justement qui ont été utilisées pour résoudre l'équation de Schrödinger, c'est en 1927 la toute première qui a été établie par Born Oppenheimer et qui a stipulé, à juste titre bien sûr, que nous pouvons séparer le problème des électrons de celui des noyaux.
La raison, elle est très simple, c'est tout simplement parce que la masse des noyaux est beaucoup plus élevée que celle des électrons, ils ne se déplacent pas de la même façon. Donc on a réglé un petit peu une partie du problème en séparant les deux selon leurs fonctions d'onde respectives. Donc finalement, ce n'est pas suffisant pour arriver à des résultats, nous sommes toujours obligés de faire des approximations, et là, en 1928, vous avez Hartree qui a fait une supposition, il s'est dit, pourquoi essayer de traiter le problème de façon globale? On va essayer de regarder les électrons beaucoup plus de façon séparée. Voilà, donc on va traiter un électron qui se déplace dans un système sous l'influence d'un nuage électronique. L'électron est considéré tout seul, il est indépendant des autres. Grâce à ça, on peut séparer la fonction d'onde, il a séparé la fonction d'onde électronique en un produit de fonction d'onde monoélectronique. Donc c'est déjà un acquis. Pardon. Ça ne marche toujours pas aussi simplement et aussi facilement concernant les résultats. Il y a eu Fock qui est venu améliorer un petit peu le concept de Hartree en 1930. Le problème avec l'approximation de Hartree, c'est qu'en réalité, le fait de dire que les électrons sont interdépendants ou interindépendants, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a forcément une corrélation, une interdépendance entre eux. Il y a Hartree qui a été amélioré un petit peu. Elle a été améliorée par Fock en 1930. Il a introduit non pas une fonction d'onde produit, mais il a plutôt utilisé une fonction d'onde sous forme d'un déterminant. Grâce à ça, vous avez l'échange qui est pris en considération et le principe d'exclusion de Pauli qui est respecté. Donc, on est encore allé au-delà de cette approximation-là. Donc, on a utilisé en 1951 l'approximation dite X-alpha. Donc là, c'est un petit peu la jonction entre le numérique et le théorique. Vous avez un paramètre alpha qui est ajusté un petit peu selon les résultats expérimentaux qui sont connus dans la littérature. Voilà, donc ça a permis de résoudre énormément de problèmes grâce à ces approximations-là, mais quand on est arrivé quand même aux environs des années 50, il y a eu des problèmes, des systèmes qui étaient un peu plus complexes et ces approximations ne marchaient toujours pas. Donc c'est là qu'est intervenu finalement la DFT. Donc vous avez la DFT qui est intervenue pour un petit peu régler tous les problèmes persistants de la physique des matériaux. Et la vraie raison pour laquelle les approximations de tout à l'heure ne marchaient pas, c'est tout simplement à cause de l'énergie d'échange-corrélation. C'est là que réside le vrai problème actuellement au niveau de la fonction d'onde, de la résolution de l'équation de Schrödinger. Il n'y a aucune façon actuellement de trouver la solution à cette énergie-là. On ne peut pas la quantifier, on ne peut pas l'écrire sous forme d'équation, mais on est quand même arrivé à la contourner un petit peu grâce à la DFT. Bon, le principe lui-même de la DFT, il est assez vieux, il date de 1927, il a été établi par Thomas et Fermi. Mais, une fois Hartree et Fock avec leurs approximations qui ont été faites au niveau de quelques systèmes à étudier, on a laissé tomber un petit peu la chose, mais quand on est arrivé aux environs des années 50, les problèmes, les systèmes à étudier étaient un peu plus complexes, donc finalement, on a été obligé de reprendre un petit peu cette notion de DFT. Elle a été reprise par Kohn et Sham en 65, et le principe lui-même de la DFT, c'est tout simplement de relier les paramètres du système, les informations liées au système, on les a reliées tout simplement à la densité électronique. C'est grâce à cette densité-là que nous arrivons à voir un petit peu, à cerner un petit peu les propriétés du matériau. Voilà, donc la DFT, elle se base sur des fonctionnels. Donc les plus utilisés actuellement, les standards si vous voulez, c'est la LDA et la LSDA, Local Density Approximation, avec le spin si vous voulez pour certains matériaux. Donc cette approximation-là, elle est assez suffisante dans le cas des matériaux qui sont conducteurs, pour les métaux par exemple, mais en ce qui concerne les métaux isolants, les résultats obtenus avec cette approximation ne sont pas tout à fait satisfaisants. Donc nous passons forcément à l'autre approximation, c'est l'approximation GGA. Donc actuellement, elle est un petit peu le cœur de la plupart des calculs DFT qui sont utilisés. Et ça ne veut pas dire que c'est la limite, il y a toujours des améliorations qui ont été faites et ça continue encore de se faire actuellement.
Voilà, donc on va passer justement aux propriétés structurales qui ont été obtenues sur des clusters de germanium au début pur et dopés par la suite avec des métaux alcalino-terreux. Voilà, donc notre travail est une modélisation numérique. Elle s'est basée sur le code de calcul Siesta. Il se base justement sur les pseudo-potentiels à normes conservées et pour les orbitales atomiques, il s'appuie sur des orbitales atomiques numérisées. Donc pour les critères de convergence, vous avez les valeurs 10 puissance moins 4 par exemple, unité atomique pour le champ self-consistant. Et enfin, pour ce qui est de la dynamique moléculaire, vous avez quand même un algorithme de relaxation, c'est le gradient conjugué, GC, établi par Hellman et Feynman, et avec un critère de force résiduelle qui ne doit pas dépasser les 0,04 électronvolts par angstrom. Donc je vous donne un exemple pratique sur la procédure à suivre pour ce qui est de la relaxation justement des structures de cluster. Vous avez ici quelques exemples de structures imaginées soit par la personne, soit par on la retrouve pas dans la littérature. Vous avez plusieurs structures de départ. Voilà, ça c'est pour la taille du cluster de germanium avec 12 atomes. Donc ces clusters-là, ces structures initiales de départ, elles ont été implémentées dans le code de calcul Siesta et ont été relaxées. Donc après relaxation, on va comparer ces structures-là pour choisir laquelle est la structure la plus stable. Donc le paramètre en réalité qu'on utilise pour comparer la stabilité des structures, c'est l'énergie de liaison par atome, binding energy. Donc on dégage ici une structure la plus stable parmi les structures initiales entamées. Et cette structure, justement, la plus stable de toutes, on va tout simplement lui faire un dopage. C'est-à-dire qu'on va remplacer un atome de germanium, on va le remplacer par un atome d'impureté. On va l'appeler impureté si vous voulez. Donc, soit c'est du calcium, soit c'est du césium, strontium ou barium. Donc, comme vous pouvez le constater sur la diapo, vous avez plusieurs sites atomiques qui peuvent être choisis, et à chaque site, par exemple, vous avez une structure, d'accord, qu'on va relaxer, et pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Justement, on va reprendre le phénomène, le principe de relaxation, nous allons le reprendre ici, nous allons refaire la relaxation, et à la fin, nous allons enfin dégager une structure qui est dopée, MGE11 par exemple, c'est 12 atomes au total, un atome d'impureté, d'accord, et les 11 atomes de germanium qui restent. Vous avez une structure ici, et on ne va garder que les structures les plus stables de toutes les structures initiales que nous avons initiées. Voilà, vous avez ici un échantillon des figures qu'on obtient suite à la relaxation avec le code de calcul Siesta. Comme vous pouvez le constater sur les deux premières lignes, vous avez du germanium pur, vous avez des structures allant de 2 atomes jusqu'à 13 ici. Donc, ces structures de germanium pur, c'est celles qui ont été utilisées pour doper justement le matériau. Donc, on va doper ici en remplaçant un atome par une impureté. Vous avez ici le dopage par le calcium. Le calcium, c'est l'atome qui est en jaune ici. Vous avez les structures qui sont complètement modifiées. Donc, après relaxation ici, vous avez les structures qui sont quand même assez modifiées. Soit c'est le calcium, soit c'est le strontium ici. D'accord ? Vous avez le césium ici, où vous avez 2 lignes carrément sur ce matériau-là, et à la fin, vous avez le barium. Donc, vous pouvez le constater ici, on a traité pour les différents dopages, on a traité les tailles allant de 2 jusqu'à 7 atomes. Sauf pour le césium, où vous avez ici 2 rangées, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à 13 atomes au total. La raison, elle est très simple, je vous montre la figure ici. Vous avez l'énergie de liaison, ou le binding energy, qui est proportionnel ici, qui est proportionnel à la taille des clusters. Vous avez les différentes courbes ici pour les différents dopages, et comme vous pouvez le constater de visu déjà, vous avez la courbe ici en rouge qui se distingue nettement des autres, c'est-à-dire que la stabilité du cluster est nettement différente, ou meilleure en tout cas, par rapport au cluster qu'on a élaboré avec les autres dopages. Voilà, donc, étant donné qu'on a une figure de ce genre, on s'est dit pourquoi ne pas pousser les calculs un peu plus loin. On s'est concentré sur le césium, ici, là c'est la courbe en rouge, et nous avons poussé les calculs un peu plus loin jusqu'à la taille 12.
Donc si vous regardez ici, vous avez une comparaison de l'énergie de liaison justement des clusters, des différents clusters obtenus, que ce soit en ce qui concerne la courbe en noir, c'est du germanium pur, et vous avez la courbe en rouge, c'est le germanium dopé au césium. Donc a priori, à première vue comme ça, on a l'impression, on est d'accord sur le fait que le fait d'ajouter du dopage ici, vous réduisez légèrement la stabilité du cluster. Mais vous remarquez quand même qu'à partir de la taille n égale à 7, vous avez pratiquement ici la stabilité des clusters qui n'est pas altérée. Donc à la fois, on peut modifier les propriétés des structures, on peut modifier la géométrie des structures, sans toutefois toucher à la stabilité des structures. Voilà, donc un deuxième paramètre justement pour ce qui est de comparer la stabilité des structures, c'est de regarder un petit peu la deuxième différence en énergie. La formule qui vous donne cette deuxième différence, elle est écrite ici, c'est assez simple. Vous avez le cluster d'avant, le cluster d'après, et vous faites une comparaison entre les deux. Voilà. Donc si vous regardez ici la courbe en noir, c'est du germanium pur. Les pics négatifs que vous voyez ici, ça sous-entend tout simplement que le cluster ici pour n égale à 3 par exemple, il est nettement moins stable que ses proches voisins. Le pire ici, le pic négatif qu'on obtient, c'est pour n égale à 6. Ça, c'est pour du germanium pur. Mais si vous regardez la courbe en rouge, après dopage, vous constatez que nous sommes tous pratiquement à des valeurs qui sont positives. C'est-à-dire que la stabilité des clusters est nettement améliorée en ce qui concerne les structures les unes par rapport aux autres. Voilà, donc, en quelque sorte, on a bien fait de doper le matériau. Mais la vraie raison pour laquelle on s'amuse à faire ces dopages-là, en réalité, c'est justement de modifier quelques paramètres. Et un exemple de paramètre qui arrive à être modifié suite au dopage, c'est le gap HOMO-LUMO. Donc, High Occupied Molecular Orbital and Low Unoccupied Molecular Orbital. Vous avez donc le gap ici en noir, c'est celui du germanium pur, donc qui ne présente pas tout à fait de caractère, je dirais, décroissant, mais on remarque quand même qu'au fur et à mesure que la taille augmente, vous avez le gap qui diminue légèrement. Mais en ce qui concerne justement les clusters dopés, vous avez quasiment un bond vers la partie conductrice des matériaux, c'est-à-dire qu'ici vous avez un semi-conducteur, alors que là, vous avez pratiquement des gaps de l'ordre de 0,5 électronvolts, et c'est pratiquement un matériau qui est conducteur. Donc à la fois, vous gardez à la fois les propriétés structurales du germanium pur, et en même temps, vous allez modifier un petit peu ses propriétés conductrices, je dirais, suite à l'amélioration ou la diminution du gap HOMO-LUMO. Voilà. Donc, en ce qui concerne les propriétés magnétiques, bon, je dois avouer que, en réalité, elles ne sont pas tout à fait modifiées ici, pour la simple raison que si vous regardez les valeurs numériques ici, vous avez 1, 0,99, 0,8. C'est comme si en réalité, il n'y a pas de vraiment une altération de ces propriétés magnétiques. Mais en tout cas, on constate quand même qu'il y a ici un pic qui est très bas au niveau de la taille 11, qui sous-entend que pratiquement le cluster ne présente pas de moment magnétique. Voilà, je vais conclure en vous disant, non pas que les résultats ont été intéressants et tout, mais je vais vous dire quand même que ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les clusters, c'est un petit peu ce que les chimistes ont fait il y a quelques années avec le tableau périodique. C'est-à-dire qu'on découvre un matériau, on essaye un petit peu de cerner ses propriétés, en ce qui concerne les propriétés par exemple électriques, magnétiques et tout, et on les répertorie à la fin. Et là, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire avec les clusters, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir de nouveaux matériaux et on essaye de découvrir un petit peu, de cerner un petit peu leurs propriétés structurales, électriques, électroniques et magnétiques. Merci à tous pour votre attention.